Donc nous voici venus à la quatrième et dernière table ronde de cette journée. Cette journée qui nous a, je pense, permis de prendre conscience ou de reprendre conscience de l'importance de l'histoire des luttes et de l'histoire du réseau militant, qui nous renforce quand on la connaît tous les jours. Et pour cette dernière table ronde, il vous est proposé 5 interventions sur 4 grands enjeux actuels ou à venir pour l'ANAFE, et donc un temps pour s'interroger sur la suite de notre action. Donc messieurs, vous avez 10 minutes pour vos interventions, et on passe directement à l'intervention de Gérard Sadic sur l'accès aux juges administratifs. Merci, je suis vraiment désolé de faire partie de ce quintet de blancs quinquagénaires hétéronormés. Donc on m'a demandé d'intervenir sur l'accès aux juges administratifs. Et en fait, je voulais peut-être faire un petit hors-sujet dans ma préparation, donc il va falloir que j'improvise un peu. Mais je crois qu'il faut peut-être retracer un peu d'histoire du rapport de l'ANAFE avec le juge administratif. Parce que ça n'a pas toujours été évident que l'ANAFE saisisse le juge administratif. Pour rappel, au tout début de la zone d'attente, les refus d'entrée, quels qu'ils soient, en particulier ceux relatifs aux demandeurs d'asile, donc qui a été un sujet de préoccupation majeure, ça a été rappelé tout à l'heure, ne pouvaient faire l'objet que d'un recours classique devant les juridictions administratives, absolument pas suspensif. Et donc pendant les premières années de l'ANAFE, et moi je m'en souviens parce que j'ai été salarié quelques mois dans cette organisation, on ne faisait jamais de recours administratif en termes d'activité, et on ne demandait pas à des avocats de le faire, assez rarement, parce que, en gros, il fallait attendre 2 ans pour avoir une réponse du tribunal administratif de Paris, qui, à l'époque, était le seul compétent pour les demandeurs d'asile comme pour les autres refus. Et en fait, comme ça a été assez bien expliqué par Simon tout à l'heure, Simon Forman, on passait par le juge judiciaire, parce que, effectivement, notamment pour les demandeurs d'asile, il y a une décision, une procédure administrative d'examen de la demande d'asile, mais il y a aussi une privation de liberté. Et à l'époque, dans les premières années de l'ANAFE, entre 92 et 96, on pouvait aller voir, notamment pour les demandeurs d'asile, parce que la procédure durait un certain temps, on pouvait expliquer au juge que la privation de liberté ne se justifiait pas parce que la demande n'était pas manifestement infondée, et dire à un juge judiciaire, en fait, vous pouvez juger du caractère manifestement infondé des demandes. Ça s'est vite arrêté, puisque par un arrêt de la Cour de cassation de juillet 1996, la Cour de cassation a semblé dire qu'on ne pouvait pas remettre en cause la décision administrative. Et comme il a été rappelé également par Simon Forman, en mai 1997, par un jugement du tribunal un arrêt du tribunal des conflits, avec la voix départageur du ministre de la Justice de l'époque, Jacques Toubon, la saisine du juge des référés judiciaires a été pratiquement impossible. Et donc on s'est retrouvé un peu coincé sans véritable recours administratif. Alors il y a aussi un contexte, c'est qu'à l'époque la demande d'asile a augmenté, en particulier sur les demandes d'asile à la frontière, sujet qu'on n'a pas tellement abordé, mais qui est quand même un sujet central dans l'histoire de l'ANAFE. Les demandes d'asile ont augmenté de façon exponentielle, puisque par exemple en 2000-2001, il y avait près de 10 000 demandes d'asile à la frontière, en particulier à Roissy. Et qu'en fait, la plupart arrivaient à sortir de la zone d'attente par le juge judiciaire, parce qu'ils étaient restés trop longtemps en gare, ainsi de suite. Et donc on avait peut-être un peu moins de vocation à saisir le juge judiciaire. En fait, ce qui a été le tournant, ça a été, comme l'a rappelé Simon, l'instauration du référé par la loi du 30 juin 2000. Alors au début, la première année en 2001, on était vraiment très... ça a été rappelé dans un précédent atelier, il y avait une telle situation catastrophique en zone d'attente, encore une fois avec des milliers de personnes qui étaient souvent parquées dans des conditions inhumaines, voire des cas de torture, on peut utiliser le terme aujourd'hui, qu'en fait on n'avait peut-être pas trop le temps de se dire on va faire des recours administratifs en référé.
Et c'est un changement notamment de politique de l'administration, du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères. En fait, le taux d'admission des demandeurs d'asile, par exemple, a chuté considérablement dans les années 2002-2003, puisque en 2003, 4,4% des avis, des décisions du ministère de l'Intérieur étaient favorables. Vous voyez, donc ça faisait 96%, notamment par le rôle qu'a joué un certain nombre de personnes, je pense qui étaient à l'époque détachées de l'OFPRA pour aller au ministère des Affaires étrangères, Loïc Duarte et Béatrice Carrière, qui ont littéralement fait exploser la notion de manifestement infondé, à tel point qu'en 2003, l'ANAFE a sorti un rapport qui s'appelait « La roulette russe de l'asile à la frontière », où on décrivait assez longuement comment l'État avait détourné la notion. Donc le référé liberté a été mis en fait, on a commencé à le faire véritablement en 2003, et c'était le 1er août, et on a eu une première victoire, des premières victoires en mars 2003. C'est à ce moment-là qu'en fait, on a eu enfin une voie recours effective, en tout cas pour les demandeurs d'asile à la frontière, enfin plus ou moins effective, puisque on était dans les conditions du référé, c'est-à-dire que le juge pouvait rejeter par ordonnance s'il estimait que la demande était manifestement infondée. C'est assez marrant, manifestement infondé sur manifestement infondé. Et ça a été le cas en 2005 avec M. Guy Bréméline, dont on a parlé tout à l'heure, et c'est Jean-Éric Malabre qui a eu l'idée lumineuse de saisir la CEDH en urgence, a obtenu cette urgence, et après une requête au fond, donc en 2007, la France a été condamnée pour violation de l'article 3, et s'est instauré ce qu'on appelle le recours contre les refus d'entrée sur le territoire, qui s'appelle aussi le RATATA, c'est le terme qu'on utilise à l'ANAFE, un recours suspensif en 48 heures qui permet à un demandeur d'asile, et uniquement à un demandeur d'asile, de contester la décision de refus d'entrée qui a été prise à son encontre. Alors, dans les conditions matérielles, dans la réalité, ce recours est plus ou moins effectif. D'une part, la notification des décisions n'indique même pas le tribunal auquel il faut saisir, il faut le savoir. Évidemment, les personnes qui sont en zone d'attente n'ont pas ni de fax, à l'époque où ça a été mis en place, c'était un élément important, ni télérecours citoyen, ils n'ont pas de téléphone portable à leur disposition. Et le résultat, c'est que l'espoir de ce recours suspensif qui aurait permis de remettre en cause la doctrine du ministère de l'Intérieur s'est assez vite brisé contre la vie courante des juridictions administratives, et notamment à la suite d'une décision du Conseil d'État qui date de 2011, qui a donné des définitions assez larges de cette notion de manifestement infondée. Et aujourd'hui, le recours contre ce refus d'entrée au titre de l'asile est devenu pratiquement à peu près le même taux d'annulation que les autres recours urgents qui sont audiencés par les tribunaux administratifs. C'est pas très étonnant, puisqu'ils sont audiencés dans les mêmes audiences. Et on a aussi à peu près le même contrôle, c'est-à-dire que normalement, au départ, on était sur un contrôle normal, c'est-à-dire tout étendu, et là, on est de plus en plus sur un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Et un bon exemple, c'est ce qui s'est passé à La Réunion, où il y avait à peu près 120 personnes. Je crois qu'il y a eu plus de 80 décisions négatives de refus d'entrée. Il y a eu 2 annulations du tribunal administratif de La Réunion. Donc c'est devenu la règle. Il y a un taux statistiquement, il y a un taux d'annulation qui est inférieur à 10% aujourd'hui. Alors les pistes qui se posent assez bizarrement, il ne reste que 2 minutes, donc je vais essayer d'être le plus bref. Les pistes sur lesquelles la revendication historique de l'ANAFE, c'est quand même le recours suspensif pour tous les refus d'entrée. Et les pistes viennent parfois de circonstances où on sort un peu du cadre commun. Ça a été notamment le cas à la frontière italienne, avec ces refus d'entrée systématiques pour les mineurs et pour les demandeurs d'asile. Donc on a retrouvé là, puisqu'il n'y a pas de placement en zone d'attente, puisqu'il n'y a pas de procédure d'asile à la frontière, on a retrouvé les charmes du référé, notamment une opération qui a été menée à la fois conjointement par l'ANAFE, par les associations membres du CAFI et de la DDE, dont je vois certains membres, en février 2018, où
tous ensemble, on a observé les situations, on a saisi le juge du tribunal administratif de Nice de référé contre qui visait les refus d'entrée opposés à des mineurs, et par 19 ordonnances du TA de Nice, alors que le préfet était venu défendre lui-même, il y a eu une suspension des décisions, en quelque sorte, des injonctions à les rejoindre, ce qui a changé la donne pour les mineurs. Alors, certains ont été pris en charge, d'autres ont été majorisés à coups de crayon. Il y a également une autre opération qui a été menée sur Briançon, et qui lui a un sort beaucoup plus compliqué, puisque des référés de même type ont été déposés, mais le tribunal administratif de Marseille a dit « vous auriez dû faire des recours contre les refus d'entrée ». Ah ben voilà, je m'arrête. Donc on a fait ces refus contre ces ratatas, mais aujourd'hui encore, ça a été renvoyé en formation collégiale, et on attend toujours le résultat de ces questions. Et pour les pistes de changement, peut-être on pourrait imaginer qu'il faudrait peut-être qu'on saisisse plus le juge administratif sur des sujets comme le maintien en zone d'attente, peut-être par le biais du référé liberté. Peut-être se poser la question puisqu'on a parlé du fait que la loi de 92 n'avait pas été soumise au Conseil constitutionnel, se poser la question, peut-être qu'il faudrait poser des questions prioritaires de constitutionnalité. Alors il y en a eu deux qui ont été posées au cours de l'été, dont l'une a fait l'objet d'un rejet du Conseil constitutionnel. Mais c'est peut-être ça qui va faire évoluer et qu'on puisse créer enfin ce recours suspensif pour tous les refus d'entrée. Merci. Oui. 11 minutes, on est bien. Alors, comme l'action de l'ANAFE devant les juridictions ne serait rien sans la complémentarité juge administratif, juge judiciaire, je passe directement la parole à Patrick Berdugo, donc sur l'accès au juge judiciaire, ainsi que sur l'une des grandes revendications de l'ANAFE, la mise en place d'une permanence d'avocat. Bonjour. Alors j'ai la chance de développer deux des grandes revendications de l'ANAFE de ces 15 dernières années en à peu près 10 minutes. Et effectivement, le juge des libertés et de la détention, le juge judiciaire, qui traite de la question de la zone d'attente, a une particularité, puisque selon la Constitution, et c'est inscrit au burin, dans le marbre de la Constitution, c'est l'article 66, il est le garant des libertés fondamentales, et c'est à lui que revient le droit et l'obligation de permettre aux personnes qui sont irrégulièrement maintenues d'être remises en liberté. Alors le juge judiciaire, il doit protéger cette population. Rappelons quand même que c'est une population particulièrement vulnérable, globalement la plus vulnérable, néo-arrivant sur le territoire français, immédiatement privée de liberté et immédiatement soumise à un carcan procédural très dur et rapide. Donc, techniquement parlant, les mineurs de cette population sont encore plus vulnérables qu'eux, mais eux, c'est la population vulnérable que le juge doit, par nature, défendre. Doit défendre et protéger, pas protège. Parce que, précisément, la différence entre ces deux notions, c'est l'accès réel et effectif à ce juge. Et c'est un des nerfs du contrôle administratif des frontières sur lequel le ministère va jouer pour essayer de faire en sorte d'exclure, d'isoler l'étranger de son juge. Un regard sur les éléments statistiques est assez intéressant en fait, puisque sur les dernières statistiques accessibles, c'est-à-dire 2018-2019, on voit que la principale cause de remise en liberté libre, c'est le juge judiciaire. C'est-à-dire que dans la ligne des remises en liberté, outre la garde à vue, vous en jugerez, outre la garde à vue, il n'y a que cette voie qui permet à l'étranger d'être remis majoritairement en liberté. Donc on comprend le positionnement du ministère qui vient à essayer d'écarter. D'ailleurs, on peut rappeler globalement que sur des refus d'entrée sur le territoire, pour la partie des personnes qui sont placées en zone d'attente, les statistiques nous disent que sur Roissy-Charles-de-Gaulle, le maintien moyen est de 3 jours et 9 heures, sur Orly est de 3 jours, et sur le reste des zones d'attente de 24 heures. Et comme le juge n'intervient qu'au bout de 4 jours, par nature, en moyenne, aucune personne n'a accès à son juge judiciaire. Heureusement que ce sont des moyennes, et heureusement que des personnes sont présentées. Et on voit l'issue de ces présentations. Il faut aussi se rappeler, ça, c'est pas, je pense que vous en avez parlé ce matin, j'étais absent, il faut aussi se rappeler de ce qui se passe à la frontière franco-italienne, puisque
les chiffres des maintiens en zone d'attente sont ce qu'ils sont, mais les chiffres des refus d'admission sur le territoire sont bien plus élevés, puisque les statistiques du ministère de l'Intérieur, c'est 69 000 personnes sur l'année 2018 et environ 40 000 sur le premier semestre 2019. Et la très grande majorité de ces personnes font l'objet d'un éloignement direct sans jamais voir leur juge. Et donc, on comprend parfaitement qu'en termes statistiques et en termes de politique migratoire et de contrôle, l'accès au juge est primordial. Et le ministère a toujours fait au mieux pour multiplier les choses procéduraux pour éviter que celui-ci ne soit accessible. Par deux moyens qu'on peut distinguer et qui sont les deux revendications de l'ANAFE. Un moyen éminemment pratique qui est l'absence d'accès au juge d'un point de vue pratique en délocalisant une salle d'audience le plus loin possible et en la cachant le plus loin possible pour que d'une façon concrète on ait un accès qui soit le plus limité possible à son magistrat et via une absence de permanence d'avocat. On va y revenir dans un second temps. En premier lieu, d'un point de vue pratique, le ministère a eu cette extrêmement bonne idée de commencer les délocalisations d'audience. Et vous savez, aujourd'hui, les étrangers venus de l'étranger qui ne sont pas autorisés à rentrer sur le territoire sont placés en zone d'attente et sont jugés dans une salle mitoyenne de la zone d'attente, qui est une annexe délocalisée d'un tribunal qui est celui de Bobigny. Cela s'est passé, la salle a été construite il y a très longtemps, mise en activité il y a deux années de cela, et effectivement cette salle dont les atours physiques n'étaient peut-être pas les plus attrayants, que ce soit pour les avocats mais aussi pour les réseaux associatifs, a fait l'objet d'un certain nombre de critiques. Elle a fait l'objet d'un certain nombre de critiques parce qu'on nous avait fait passer la pilule d'une autre salle délocalisée quelques années auparavant, en 2014, qui était celle de la rétention administrative du centre de rétention du Mesnil-Agglo, avec une salle d'audience délocalisée de Meaux, qui s'est installée là et dont la Cour de cassation nous a dit « vous pouvez le faire car vous respectez des obligations architecturales qui sont précises et qui sont issues d'un rapport ». Seulement voilà, la salle afférente à ce contentieux, pour le tribunal de Bobigny, ne respectait pas, architecturalement et même juridiquement, un certain nombre d'atours obligatoires. Un contentieux a eu lieu, il a été soutenu par l'ANAFE tant devant le JLD que devant la Cour d'appel de Paris et ensuite devant la Cour de cassation, et malheureusement, on a un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2018 qui nous rappelle que dans la mesure où l'accès au bâtiment se fait par l'extérieur de ce bâtiment, et dans la mesure où l'accès au bâtiment se fait par l'entremise d'une petite étiquette marquée tribunal judiciaire, eh bien, les étrangers comprennent qu'ils sortent d'un lieu privatif de liberté pour rentrer dans une enceinte de justice. Rappelons que le lieu est enserré de locaux de police et de locaux d'hébergement coercitifs. Mais architecturalement parlant, on considère qu'on est sur des lieux distincts qui sont distinguables, notamment par ces néo-arrivants qui ne comprennent rien à tout ça et dont cette petite étiquette tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire est une étiquette suffisamment compréhensive pour passer d'un lieu privatif de liberté à un lieu de justice. Alors, effectivement, il n'y a pas que l'éloignement géographique qui pose une difficulté, il y a aussi le côté non accueillant, non friendly de ce lieu, dans lequel, rappelons quand même qu'il n'y a pas de sièges assis ou 2 sièges assis à l'extérieur de la salle d'audience, peu de sièges assis dans la salle d'audience pour accueillir l'intégralité des personnes et des familles, qu'il n'y a pas de distributeur de nourriture et que lorsque les audiences ne sont pas tenues, c'est-à-dire suspendues, les personnes sont invitées à sortir de la salle d'audience pour attendre parfois des heures sur le parking, la reprise de celle-ci, qu'il pleuve ou qu'il vente évidemment. Cela ne donne pas envie de venir, ni avec soi, ni avec ses enfants, et encore moins d'essayer de venir pour apporter des documents qui pourraient être utiles aux avocats plaidant dans ces lieux excentrés et permettant un accès au juge complet, avec un dossier complet et avec des éléments qui pourraient permettre la remise en liberté. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que le ministère de l'Intérieur va s'astreindre en fait à limiter, c'est la présence des avocats en zone d'attente et notamment une des autres revendications de l'ANAFE, la permanence d'avocats en zone d'attente. Alors aujourd'hui, effectivement, le Conseil d'État a dit vous avez le droit à un avocat, il vous suffit de le demander, l'avocat peut venir et vous avez une salle dédiée. Oui, mais les gens viennent de l'extérieur. Il y a bien peu de personnes qui connaissent un avocat dans le pays dans lequel ils vont. Vous peut-être, moi jamais. Donc effectivement, avoir un avocat et connaître son nom et le contacter, c'est compliqué. L'ANAFE a tenté en 2011 une permanence test d'une semaine dans ce lieu. On était à cette époque-là 27 avocats à se relayer
pour essayer de faire comprendre, non seulement aux services de police, mais aussi à tout le monde, que, c'était nécessaire, sous l'égide de Laure Blondel, qui rentre maintenant, que c'était nécessaire, et que par ailleurs, cela avait un intérêt immédiat parce que cela permettait le respect et l'accès d'une personne à l'intégralité de ses droits. Cette permanence test a duré de façon complètement chaotique pendant une semaine. On a absolument tout connu, fouille complète, vérification d'identité poussée, certains ont été passés au FPR, on a attendu des heures et des heures que l'officier de car daigne venir nous accompagner pour nous amener en zone d'attente. On a absolument tout connu jusqu'à ce point d'orgue qui est ce courrier adressé par le ministère de l'Intérieur à l'ANAFE sous la plume de François Lucas à l'époque, rappelant que il n'appartient pas à l'ANAFE d'organiser une permanence dans ces lieux privatifs de liberté, que le droit est théoriquement prévu sous l'égide de la loi, puisque les personnes n'ont qu'à demander et elles peuvent avoir, et que la permanence, en conséquence, je cite, « Votre projet de mise en place d'une permanence d'avocat est contraire au droit applicable, il excède les termes de notre convention dont vous avez parlé tout à l'heure, et donc il est absolument inadmissible. » L'ANAFE, évidemment, a totalement écouté et entendu cette position du ministère et en répression a mandaté un huissier passant par le tribunal de grande instance à l'époque de Bobigny, a demandé à ce qu'un huissier vienne à l'appui des avocats pour constater les exactions ou en tout état de cause les dysfonctionnements dans l'exercice des droits permettant l'accès aux magistrats. L'huissier a constaté un certain nombre de difficultés. Ces difficultés ont été reprises en lettres de feu dans un constat qui a été déposé en justice. Le ministère de l'Intérieur a décidé d'assigner l'ANAFE en rétractation de cette autorisation. Rétractation qui a été in fine obtenue devant une cour d'appel au mois de novembre 2012, si mes souvenirs sont bons, confirmée par la Cour de cassation. Bref, en un mot commençant, cacher ce sein que je ne saurais voir. Alors, c'est quand même assez intéressant parce qu'en fait, on a constaté qu'il y avait des difficultés et ces difficultés, plutôt que d'essayer de les réparer, on a essayé de les camoufler sous le tapis. En dernier lieu, et c'est la dernière chose finalement dans ce cadre de présence d'avocats en zone d'attente qui a fait l'objet d'une intervention de l'ANAFE, j'ai en parlé il y a quelques instants et je clôturerai là-dessus, comme ça personne n'aura de syncope. On est sur la question qui a réuni nos braves sages du Conseil constitutionnel, voilà maintenant quelques mois, puisque l'ANAFE s'est jointe à une question prioritaire de constitutionnalité qui était sur un autre domaine, la question des auditions en zone d'attente. Police, veuillez nous suivre et répondre à nos questions. Et dans ce cadre-là, de poser la question, peut-on avoir une audition de police administrative dans un cadre coercitif sans avocat et sans permanence d'avocat? Les sages ont répondu par une décision du 6 décembre dernier, rappelant que dès lors que le droit positif était ainsi fait et que l'étranger a la possibilité au visa de l'article 221-4 de bénéficier d'un avocat qu'il doit appeler et qu'il doit désigner, mais qu'en revanche, ces dispositions ne consacrent pas en zone d'attente un droit à l'étranger d'exiger l'assistance d'un avocat dans le cadre de ces auditions ou d'une quelconque permanence d'avocat, tout en relevant, les sages, de façon absolument erronée, qu'au demeurant, l'étranger peut être assisté d'un avocat dans le cadre des instances juridictionnelles relatives à de telles mesures. Sous-entendu, ils peuvent demander un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, ce qui est totalement faux. Donc, malheureusement, les sages se sont fourvoyés sur cette dernière décision, qui a été une des dernières décisions, une des dernières actions majeures de l'ANAFE dans ce cadre-là, la reconnaissance des droits et la possibilité d'un accès effectif et complet à son juge. Alors aujourd'hui, effectivement, en conclusion, c'est quand même assez problématique, puisqu'on est dans une situation dans laquelle on laisse les étrangers se débrouiller par eux-mêmes, les étrangers, rappelons-le, et j'y tiens, les plus vulnérables que l'on ait sur le territoire national, si je puis dire le territoire national, les plus vulnérables au surplus, on les laisse se débrouiller par eux-mêmes entre une police qui n'a qu'une seule obsession, les refouler et les mettre dans un avion pieds et poings liés parfois, et parfois des intervenants peu scrupuleux qui n'ont qu'une seule obsession, les défendre pour essayer de gagner quelques subsides de façon totalement déstructurée et incontrôlée. Il me semble que nous devons continuer une action en ce sens-là. Il me semble que c'est effectivement deux des principales revendications de l'ANAFE qui méritent, dans les quelques années à venir, d'aboutir et d'être suivies des faits. Je vous remercie. On a parlé recours juridique de l'ANAFE, on a parlé accès au droit.
Maintenant, on va parler du moment où le droit se retourne contre les militants, ou en tout cas quand il est utilisé contre les militantes et les militants. Jean-François Dubos va nous parler du coup de la criminalisation des militantes et des militants. Et effectivement, cette criminalisation des militants peut s'envisager comme un corollaire indispensable, pour paraphraser un peu le Conseil constitutionnel, un corollaire indispensable de la façon dont les États exercent leur souveraineté en matière de politique d'étrangers sur leur territoire et à leurs frontières, puisqu'on constate, et de plus en plus, et sur une échelle géographique de plus en plus large, qu'à chaque politique de contrôle répressive des frontières ou du territoire, et du séjour des étrangers sur ce territoire, eh bien, répondent ou s'adjoignent des mesures et des pratiques qui visent celles et ceux qui essayent de contrecarrer ces politiques, ou à tout le moins de s'assurer que le droit des personnes concernées est bel et bien respecté, que ce soit à la frontière ou sur le territoire. Alors, le temps est court, alors je me contenterai de vous renvoyer pour une première partie à l'article 5627 du GISTI, sur le site du GISTI.org, puisqu'il fait un très bon historique en fait de la question de la criminalisation disons des actions humaines qui sont mises au banc de la société depuis des décennies, parce qu'elles sont contraires aux politiques ou aux idéologies dominantes dans une société donnée ou à une époque donnée. Il est quand même intéressant de se rappeler que c'est un décret-loi de 1938 qui fixe dans la loi française le fait de poursuivre l'aide directe ou indirecte permettant de faciliter l'entrée ou le séjour des étrangers sur le territoire. Donc décret-loi de Daladier, si je ne me trompe pas, et qui est repris intégralement dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qui va en fait perdurer à quelques aménagements près jusqu'à ce jour. Donc en termes d'état des lieux, pour ensuite envisager les perspectives, l'état des lieux sur la criminalisation, je vous propose 4 points. Le premier, c'est la question que j'ai déjà un peu évoqué du délit de solidarité à proprement parler, donc les dispositions du CESEDA, du Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile en France. D'autres formes de criminalisation, et là je ferai un peu la promotion d'un rapport qui sera publié mardi 3 mars, donc très prochainement par Amnesty International, sur la façon dont les États criminalisent l'aide apportée par des citoyens et des citoyennes ou même des étrangers à d'autres personnes en situation irrégulière aux frontières de l'Europe, donc sur un ensemble de pays européens. La question donc d'autres lieux, un peu liée à cet aperçu géographique, et puis aussi la question des autres personnes, puisqu'on a peut-être tendance à trop se focaliser sur les nationaux, en tout cas pour la France, nationaux qui apportent de l'aide aux étrangers. Mais il ne faut pas ignorer, loin de là, la situation peut-être pas suffisamment mise en valeur des étrangers eux-mêmes, qui à un moment donné vont eux aussi être visés au titre ou non d'ailleurs du délit de solidarité, ou plus classiquement la question des passeurs ou des trafiquants. Sur le délit de solidarité, je pense que tout le monde est clair, il n'est pas mort, et il n'est pas mort pour la simple et bonne raison qu'il continue d'être envisagé, les dispositions relatives à ce délit continuent d'être envisagées en termes d'exception par rapport à un principe qui est un principe de répression. Et l'on voit depuis 1938 que c'est toujours cette logique-là qui prime. Il n'y a pas de dissociation entre les objectifs politiques affichés de réprimer le trafic illicite de migrants, la question du passage avec des contreparties financières, de dissocier ce type de comportement des comportements d'aide aux personnes, d'en faire des dispositions autonomes dans les textes de loi. Il y a toujours l'exception humanitaire qui vient finalement renforcer le principe d'une poursuite pénale à l'encontre de personnes accusées de troubler l'ordre public, et au fil du temps d'ailleurs on a passé par des dispositifs, des inspirations évoquant les questions de terrorisme, pour finir par arriver aujourd'hui sur cette question-là à la question de la motivation profonde des personnes qui apportent de l'aide aux étrangers en situation irrégulière. Comme je disais, donc, le langage des gouvernements sur cette question a évolué. Au tout début, 1938-1945, on est vraiment sur la lutte contre les trafiquants, le principe majeur, et puis par voie de conséquence, au fil des années, on se rend compte que des personnes de façon périphérique, une sorte de dommages collatéraux, vont être impactées à tort par ces dispositions répressives, et donc on va introduire par petites touches, de façon très précise et très technique, au gré de circonvolutions même juridiques, des exceptions liées à la famille, liées à la situation plus ou moins grave des personnes à qui l'aide va être apportée, liées ensuite à des types d'aides qui vont être exclus des qualifications de passage ou de trafic de migrants. Donc vraiment un travail d'orfèvrerie juridique qui dissimule mal en fait l'impossibilité de l'État de reconnaître que des personnes peuvent apporter une aide délibérée à des personnes en situation étrangère, à ce titre être protégées pleinement, plutôt que d'être simplement protégées par ricochet ou par voie de conséquence d'un principe qui lui ne bouge pas.
La grande mutation, je dirais, sur cette question du délit de solidarité, c'est que les derniers récents débats, donc 2018 et 2019 sur cette question, montrent qu'on a un peu changé de nature, ou que du moins les intentions des autorités se sont clairement affichées avec, en 3 temps. Tout d'abord, 2 décisions de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant Cédric Héroux et Pierre-Alain Mannoni, où très clairement la Cour d'appel d'Aix-en-Provence refuse d'appliquer la protection humanitaire à ces 2 personnes au motif non pas des catégories humanitaires prévues dans la loi, mais au motif des raisons pour lesquelles ils disent s'engager aux côtés des étrangers. Et clairement, il y a une dérive, selon moi, à partir de cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, puisque la juridiction s'intéresse aux mobiles, à l'intention profonde, à la conviction des personnes, plus qu'à leurs faits. Et donc, on est vraiment on opère un glissement de catégories juridiques très précises vers une interprétation qui fait plutôt écho, qui prend en compte ce qui relèverait de la liberté de conscience des personnes, de leur opinion, et on verra plus tard que ça peut même impacter leur liberté d'expression, voire de manifestation. Et le gouvernement n'y se trompe pas, puisque Gérard Collomb surfe en quelque sorte sur cette interprétation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et qu'à plusieurs reprises, il va clairement cibler 3 catégories de personnes sur ces questions d'aide à l'entrée et au séjour. La première, ce sont bien sûr les trafiquants, qui eux demeurent présents dans le discours gouvernemental. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui, naïvement, c'est pas ses propos, mais c'est quand même son idée, naïvement vont aider les personnes en situation irrégulière, et ceux-là, au nom de leur naïveté, on ne va pas les poursuivre. Et puis il y a ceux beaucoup plus dangereux, et ça je crois que c'est presque les termes utilisés par Gérard Collomb à plusieurs reprises, notamment je crois à la Commission des lois de l'Assemblée nationale, les personnes qui, pour des motifs divers, contestent cette maîtrise des frontières et qui ne doivent pas être dès lors couvertes par une telle exemption pénale. Et pour moi, c'est le point important, ou le point culminant en fait, de cette évolution du délit de solidarité, c'est que clairement là, l'intention du gouvernement, c'est de s'en prendre aux motivations politiques, idéologie. On est sur un affrontement idéologique et plus du tout sur une gestion juridique d'un principe et d'une exception. Donc ce glissement, eh bien, finalement, se retrouve d'une certaine façon en dépit de la décision du Conseil constitutionnel sur le délit de fraternité, qui joue un peu le rôle de brouillard, ou en tout cas de filtre ou de vernis, même si elle est importante sur ces questions, puisque la loi est définitivement adoptée suite à cette décision en précisant que les personnes apportant une aide aux personnes en situation irrégulière peuvent bénéficier d'une exemption pénale à condition que leur aide ait été apportée dans un but exclusivement humanitaire. Et on voit bien que ce exclusivement humanitaire va poser, et d'ailleurs je pense a déjà commencé à poser un certain nombre de questions et de problèmes. Comment apprécier le fait que votre action est exclusivement humanitaire? Est-ce que cela signifie qu'il est interdit d'agir d'un point de vue humanitaire pour le respect des droits tout en ayant des opinions politiques? Et que se passe-t-il, ou idéologiques ou d'autres opinions, sur le sujet qui vous sont propres, donc une question de conscience? Et que se passe-t-il si malheureusement vous avez mis en exergue d'une façon ou d'une autre, dans le cadre de votre droit à manifester, à vous exprimer, à participer au débat dans une société, si finalement tout ceci est révélé au grand jour et un jour sera utilisé à votre encontre dans le cadre d'une procédure où on tirera argument de votre expression publique quelque temps auparavant ou en même temps pour dire que votre aide finalement n'est pas exclusivement humanitaire. Il y a là un mélange des genres et en fait peut-être certainement une confusion entre la question du mobile, qui normalement ne rentre pas dans la qualification d'une infraction pénale, et la question des éléments constitutifs de l'infraction, à savoir l'intention. Malheureusement, effectivement, cette confusion, me semble-t-il, est déjà à l'œuvre, puisque contrairement à l'écho que s'en sont fait les médias, la décision de la Cour de cassation qui a été bien commentée cette semaine dans le sens d'une consolidation du délit de fraternité comporte un argument qui, à mon sens, est assez inquiétant, puisque la Cour semble laisser ou inciter la Cour d'appel, dont elle cassait l'arrêt, à creuser cette question du but exclusivement humanitaire, et d'ailleurs cite ou nomme cette question en parlant de mobile à prendre en compte. Et l'on verra que c'est une question que l'on retrouve déjà dans des cas que nous avons pu documenter à Amnesty International et qui probablement sera le prochain enjeu sur cette question du délit de solidarité. D'autres formes de criminalisation, très rapidement, parce que je pense qu'on en a tous parfaitement conscience, mais simplement dire qu'elles touchent cette criminalisation des personnes qui aident à leur liberté fondamentale. Je continue sur ce registre-là pour
consolider ce glissement. La question de la liberté d'expression, Loan Torondel, un tweet et il se retrouve accusé et condamné avec du coup un pourvoi en cassation sur cette question de la liberté d'expression et la combinaison de cette liberté d'expression avec le comportement de l'État sur sa politique migratoire. La situation des 3+4 à Briançon, une manifestation en réponse au mouvement d'extrême droite qui s'était mobilisé à la frontière franco-italienne, liberté de manifestation qui va rentrer ou s'entrechoquer avec ces considérations de contrôle des frontières, de facilitation de passage. Et donc c'est bien là une décision qui porte atteinte d'une certaine façon à cette liberté de manifestation, parce que si vous manifestez dans ce contexte-là, vous pouvez facilement ensuite, sur la base d'arguments que nous contestons dans le rapport à venir le 3 mars de façon beaucoup plus précise que je ne le fais, va venir porter atteinte à cette liberté de manifestation. Derrière tout ça, il y a un effet paralysant. On parle de figures connues, de cas connus médiatiques, mais il y a un effet paralysant et nous le documentons aussi, que ce soit pour la France ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Cela n'incite plus les personnes à exercer leur liberté, leurs droits fondamentaux, de s'engager, de s'exprimer sur un sujet, de s'opposer sur certains sujets. Il y a un effet par ricochet qui paralyse ou qui peut paralyser une partie de la société. Et nous avons des témoignages très éclairants de personnes qui, suite au cas des 3+4 à Briançon, ont décidé de se retirer des grandes maraudes. C'est donc un effet dissuasif à ne pas négliger que l'on retrouve malheureusement dans tous les autres États de l'Union européenne, mais on pourrait parler également des États-Unis avec la situation à la frontière avec le Mexique. Je passe là aussi très rapidement pour des questions de temps, 2 minutes, sur l'autre type d'entrave ou d'intimidation, le détournement du droit qui on peut déjà être évoqué tout au long de la journée et qui s'applique aussi aux actions militantes, les contrôles identitaires à répétition, les gardes à vue pour rien, les accusations de rébellion sans suite donnée, voilà tout l'arsenal disponible pour là encore restreindre l'espace de liberté ou l'espace de l'exercice des droits et libertés par des citoyens et des citoyennes. Enfin, d'autres personnes, et je dirais simplement un mot, ce sera très rapide, j'évoquais le fait que l'on oubliait souvent la situation des personnes étrangères qui, soit en situation de migration, soit pas, ou soit déjà résidentes sur notre territoire, eh bien, vont être visées par ces mêmes dispositions, mais peut-être d'une façon, il y aura peut-être un effort de visibilité à faire ou un travail à faire sur ces questions, soit au titre de l'aide au séjour, en tout cas en refusant de leur appliquer les exemptions pénales, soit alors directement en tant que trafiquants. Nous avons là aussi documenté, non pas en France, mais dans d'autres pays de l'Union européenne, Malte et la Grèce, des situations de personnes migrantes qui sont condamnées, alors même que dans les faits, leur situation pourrait tout à fait s'apparenter à celle de nationaux qui, dans leur cas, sont protégés ou font l'objet d'une cause humanitaire, leur évitant les poursuites pénales. Alors rapidement, quelles pistes, c'était quand même un peu les grands enjeux d'aujourd'hui, même si le sujet était date d'hier, et quelles pistes pour l'avenir? Je pense qu'il ne faut pas évidemment baisser la garde sur la question du délit de solidarité. Je pense que tant pour une bonne partie des politiques que pour l'opinion publique et les médias, la question est réglée, est complètement enterrée et clos, le débat est clos avec la décision du Conseil constitutionnel. C'est un problème pour nous, associations, de devoir dépasser en fait cet effet d'annonce, qui est certes positif à certains égards, mais qui nous pose un problème, puisque la loi n'est pas satisfaisante. Le délit de solidarité reste une exception, il faut donc travailler à une redéfinition de la loi sur ce sujet et on s'y emploiera. La question de l'aide à l'entrée reste aussi un problème. L'entrée n'est plus une infraction pénale en France, donc c'est une aide à un fait qui n'est pas répréhensible, mais l'aide, elle, l'est. Donc c'est aussi un verrou à faire sauter dans la loi française pour ne serait-ce que mettre la situation en conformité avec le droit international. Il y a probablement une dimension internationale et des réseaux ou des coalitions à créer à l'échelle européenne et internationale avec l'ensemble de ces personnes résidentes ou nationales qui sont poursuivies pour avoir fait preuve d'humanité ou de fraternité envers leurs semblables, et peut-être certainement une dynamique à créer, qui est déjà créée d'ailleurs dans le cadre de certaines organisations, mais qui pourrait être étendue. Et puis je pense qu'il y a certainement un changement de discours à opérer, ne peut-être plus se situer sur la question purement migratoire, mais au contraire aborder cette question-là sous l'angle de la liberté d'expression, sur le sens que cela révèle la façon dont l'État se comporte et jusqu'où un État est capable d'aller en matière de reniement des droits et des libertés de ses propres ressortissants au nom de la gestion, au nom d'une politique migratoire, au nom de la gestion de ses frontières. Et pour terminer, je dirais qu'il faut là peut-être, ça nous permettra d'utiliser d'autres leviers que ceux que l'on a l'habitude d'utiliser, à savoir tout ce
ce qui concerne la question des défenseurs des droits humains, qui en fait renvoie directement au droit de défendre les droits, et c'est bien la question qui se pose ici avec les personnes qui sont accusées d'une aide aux réfugiés migrants, c'est bien la question du droit de défendre les droits. Et il y a, on l'ignore souvent, tout un mouvement international, y compris juridique, qui essaye de structurer une réponse pour protéger les défenseurs des droits humains. Il y a un projet de loi type pour protéger les défenseurs des droits humains qui pourrait être déployé, qui est déjà prête au niveau international, qui pourrait être déployé sur le terrain national. Il y a aussi toute une série d'obligations pour les États qui découlent d'une déclaration de 1998 sur les défenseurs des droits humains et qui pourraient être activées, dont on pourrait s'inspirer, encore une fois en sortant du débat franco-français peut-être et migratoire dans un premier temps, pour essayer de porter le débat à un niveau de protection des libertés, protection des droits, un peu comme un écho à une sphère de droits et de libertés qui, concernant tout le monde, commencerait à être grignotée, restreinte davantage au nom d'une politique migratoire, mais demain peut-être, aujourd'hui déjà, au nom d'autres considérations, loi travail et d'autres enjeux sociaux où la réponse de l'État est de rogner sur les droits et de limiter l'exercice des libertés. Merci. Merci. Alors, je pense que toutes les associations, tous les militants et militantes ici ont bien entendu tous ces appels. Ils travaillent déjà depuis longtemps sur ces questions. Et, alors, au sein de chaque association, mais aussi au sein de collectifs. Je pense par exemple au collectif Délinquants Solidaires, dans lequel l'ANAFE travaille aussi. Et donc, pour continuer sur les grandes revendications de l'ANAFE, on va passer sur l'évolution, en tout cas l'évolution depuis 2016, d'une des revendications aussi historiques de l'ANAFE, qui est la fin de l'enfermement des mineurs, qui est passée aujourd'hui à la fin de l'enfermement des étrangers. Et donc, Jean-François Martini va nous entretenir de ce propos. Oui, merci. À revendication historique sur l'enfermement, justement, pas tant que ça, je vais essayer de retracer un peu l'évolution au sein de l'ANAFE. On l'a vu ce matin, hein, les textes fondateurs de l'ANAFE le montrent bien. L'association s'est formée autour d'un projet d'observation de l'enfermement aux frontières et d'intervention auprès des personnes concernées pour leur apporter une aide juridique et même humanitaire, disaient les premiers statuts. Et à aucun moment, il n'a été question à l'époque de contester la logique même de la zone d'attente, en particulier le principe de l'enfermement aux frontières des personnes non admises. Alors, je dois dire que je ne l'avais plus complètement en tête, mais Laurent Giovannoni l'a rappelé ce matin. À l'origine, l'ANAFE demandait l'admission immédiate des demandeurs d'asile, mais seulement des demandeurs d'asile. Et j'ai quand même l'impression que cette position a quand même été vite mis de côté à partir du moment où la loi de 92 a prévu le système de l'examen de la demande, de savoir si la demande d'asile était manifestement infondée ou pas. Donc le projet initial était de faire respecter les droits des personnes retenues à la frontière. On dénonçait les situations de non-droit, on souhaitait une amélioration de la législation, mais on ne revendiquait pas la fermeture des zones internationales, puisque c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, et la fin de l'enfermement aux frontières. Alors, l'ANAFE se positionne, et là aussi on l'a bien vu dès l'origine, comme un intervenant engagé et un interlocuteur auprès des pouvoirs publics, sans contester frontalement le principe des zones d'attente. Alors, de la fin de l'enfermement des enfants à la fin de l'enfermement, sous ce titre un peu énigmatique, il est question de retracer l'évolution de ces 15 dernières années, qui a conduit l'ANAFE dans un premier temps à exiger en 2005 la fin de l'enfermement d'une catégorie particulière d'étrangers, des mineurs isolés, puis à adopter en 2017, 16, j'ai été voir sur le site du Justice, c'est adopté en juin 2017. C'est vrai qu'on en a... Je vais revenir là-dessus. Donc 2016-2017, une résolution condamnant le principe de l'enfermement de tous les étrangers aux frontières. On va voir que ça s'est quand même fait un petit peu dans la douleur.
Jusqu'à la résolution de 2005 sur les mineurs isolés, la position élaborée donc, par les membres fondateurs n'a pas été véritablement questionnée. J'ai même l'impression qu'on a même à un moment cessé de réclamer l'admission immédiate sur le territoire des demandeurs d'asile, tellement ça pouvait nous paraître vain à une certaine époque. Et puis, idem pour les autres catégories dites vulnérables, comme les familles avec enfants ou les personnes malades. Alors, c'est au tournant des années 2000 que l'augmentation assez vertigineuse du nombre de mineurs isolés arrivant à Roissy nous a conduit à demander la fin de l'enfermement de cette catégorie très particulière. Alors, selon les chiffres qui étaient disponibles à l'époque, on était passé, j'ai retrouvé, de 122 cas de mineurs en zone d'attente en 97 à plus de 1070 en 2001. Alors, il y a bien eu la désignation d'un administrateur ad hoc pour ces enfants à partir de 2003, mais ça n'a en rien amélioré leur situation, puisque en fait, cette réforme issue d'une loi de mars 2002 avait pour unique objectif en fait, d'empêcher leur libération par les JLD qui, à l'époque, avaient commencé à dire qu'il s'agit de mineurs, donc sans capacité juridique, hors de question du coup de les priver de liberté, puisque a priori la procédure était illégale puisque notifiée à un incapable. Donc les administrateurs ad hoc viennent bloquer ces libérations à peu près systématiques des mineurs isolés. Alors, fallait-il continuer à demander des aménagements particuliers pour les mineurs ou bien exiger que soit mis fin à leur enfermement avec une admission immédiate sur le territoire? C'est vrai que les principes édictés par la Convention internationale des droits de l'enfant, notamment la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant et le fait que la privation de liberté n'est possible qu'en dernier ressort, et puis aussi, il faut bien le dire, l'existence d'un dispositif de protection de l'enfance avec une compétence exclusive du juge des enfants nous ont servi de point d'appui solide pour exiger à l'époque l'admission immédiate sur le territoire. C'est vrai que Hélène Gacon en a parlé, il y avait une campagne assez importante à l'époque où on faisait des communiqués systématiques même à chaque enfermement des mineurs. Alors, on l'a demandé, on l'a écrit, on a voté une résolution, mais bien entendu, à quelques exceptions près, les mineurs sont restés enfermés en zone d'attente. Alors, pour autant, on avait bien conscience qu'en demandant une exception pour les mineurs isolés, on laissait immanquablement entendre que l'enfermement des autres catégories d'étrangers ne nous semblait pas totalement illégitime, pour peu, là on retombe sur les statuts de l'ANAFE, pour peu que leurs droits fondamentaux aient été respectés. Et c'est à l'occasion d'une AG de 2008, une Assemblée Générale de 2008, qui a été évoquée pour la première fois l'idée d'inscrire solennellement dans les statuts que l'ANAFE dénonçait le principe de l'enfermement administratif. Et là, le débat a fait apparaître que toutes les organisations n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc, comme on fait souvent, on a renvoyé à une réunion ultérieure, à l'Assemblée Générale suivante, celle de 2009, et puis, comme les choses semblaient toujours pas mûres, on a organisé une journée de réflexion en juin 2009, avec un titre qui me semble explicite, puisqu'on a intitulé ça « L'enfermement des étrangers en zone d'attente, mal nécessaire au traitement inhumain et dégradant ». Point d'interrogation. Alors, ce texte faisait le constat que les revendications historiques de l'ANAFE, l'accès de nos organisations aux personnes enfermées et le respect des procédures n'étaient plus suffisants, et que nos longues années de pratique permettaient aisément de le démontrer. L'idée générale était que l'introduction de plus de droits à la frontière, notamment le recours ouvert aux demandeurs d'asile,
à la suite de la décision Gebremedine, n'avait pas permis d'enrayer les pratiques illégales et les détournements de procédures. Et donc, il suffisait de lire les rapports de l'ANAFE qui, d'une année sur l'autre, décrivaient à peu près les mêmes choses. Alors, le texte faisait aussi état de prises de position de plus en plus nombreuses d'organisations, d'associations partenaires remettant en cause la légitimité de l'enfermement administratif des étrangers comme mode de gestion des flux migratoires. Et j'ai retrouvé le texte, on citait notamment les positions qu'avaient prises RESF et l'UCI. Alors l'UCI, c'était Unis contre les migrations jetables. C'était en 2008, c'était un collectif. La CIMAD aussi avait pris position contre l'enfermement administratif des étrangers. Et puis, on avait tous plus ou moins participé à une campagne qui s'appelait Non à la directive de la honte, une directive européenne qui reprenait aussi cette exigence. Alors, la journée avait été déclinée en plusieurs ateliers, mais je passe là-dessus. Mais malgré ça, on continue à bloquer sur un constat de divergence entre organisations. Certaines organisations, notamment, estimant que si on reconnaissait le droit souverain des États à décider qui des non-nationaux pouvait rentrer ou pas sur le territoire, eh bien, il était logique de laisser à ces États la possibilité de les retenir aux frontières. Alors, toujours dans le respect des droits fondamentaux. Alors, il y avait une crainte qui était exprimée plus ou moins clairement aussi au sein par plusieurs organisations, c'était qu'une position trop radicale et contestataire nous discrédite aux yeux des pouvoirs publics et que nous ne soyons plus perçus comme en fait un interlocuteur valable. Pour autant, la réflexion s'est poursuivie à l'extérieur de l'ANAFE et en particulier au sein du réseau Migre-Europe, puisque dans un texte de 2010 intitulé « Pour la fermeture des camps d'étrangers en Europe et au-delà », ce réseau posait comme constat que l'internement administratif des étrangers entraîne par nature, je cite, la violation des droits fondamentaux, et il demandait aux États de cesser d'utiliser la détention à des fins de contrôle migratoire et appelait les opinions publiques à refuser toutes les logiques d'enfermement des étrangers. Alors, l'ANAFE étant membre de Migre-Europe, ça l'a placé quand même dans une situation relativement inconfortable. Ça l'a placé pendant plusieurs années dans une situation relativement inconfortable dans le cadre de Migre-Europe. Et c'est seulement à une AG de 2016 que la question a été remise à l'ordre du jour. Il y a eu à nouveau une réunion de préparation en septembre 2016. Et enfin, c'est la date officielle sur le site, résolution adaptée en juin 2017. Et il faut le dire, il est clair que l'adoption de ce texte aussi tardivement a quand même été rendue possible par le désengagement progressif des organisations de la gouvernance de l'ANAFE, qui fait qu'il n'y avait plus de veto et de risque vraiment de fracture au sein de cette gouvernance. Alors, voilà, je vous renvoie à ce texte. En novembre 2018, l'ANAFE a organisé des ateliers internes pour un peu approfondir sa réflexion, intégrer cette nouvelle revendication dans sa pratique et puis envisager aussi comment ces militants pouvaient s'en saisir. Et là, vous avez un exemple concret, puisque maintenant, sur les gobelets de l'ANAFE, il y a écrit 30 ans de mobilisation, fin de l'enfermement. Donc, c'est réellement saisi, je vois, de cette revendication. Alors, à l'occasion de cette journée, on a évoqué la liberté de circulation, donc une transition facile, mais logique avec le prochain intervenant. Et en effet, on avait continué à travailler sur la position de l'ANAFE sur fin de l'enfermement des étrangers, et particulièrement lors d'une demi-journée
de travail en 2018, si je ne me trompe pas. Et justement, pendant les débats, c'était la question de la liberté de circulation qui avait été reprise. Et donc, pour finir cette journée et afin d'ouvrir à de nouveaux débats qui, je pense, seront aussi forts que passionnants dans les prochains mois ou années à venir de l'ANAFE, nous avons demandé à Jean Matringe d'intervenir sur cette notion. Merci Camille. Oui, donc j'ai pu comprendre que pour l'ANAFE, c'était un grand débat à venir. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils m'ont demandé de débattre, parce qu'ils savent ma position, qui est que, je vais le dire tout de suite, comme ça, si jamais on n'a pas le temps ou si je suis foudroyé par la mort, vous saurez au moins mon opinion et le débat sera lancé. Pour moi, on ne va pas vers la liberté de circulation. Alors, mais lançons le débat. Pour moi, il n'y a pas, alors pour le dire, je vais d'abord constater, mais ça, tout le monde le sait, qu'elle n'existe pas actuellement. Creuser les raisons pour lesquelles elle n'existe pas et après essayer de voir quelques pistes de réflexion qui pourraient amener vers la liberté de circulation, mais autant de pistes qui me semblent toucher. Alors d'abord, il n'existe pas de liberté de circulation en droit international en particulier, d'une part parce qu'il n'existe pas un droit de quitter le territoire d'un État, où ce droit est limité. Il n'existe pas de droit d'entrer sur le territoire d'un autre État de celui dont on a la nationalité, et enfin, il n'existe pas de droit de rester sur le territoire auquel on aurait pu accéder. Alors, ces trois points, assez rapidement, le droit de quitter son territoire, ou tout territoire, y compris le sien, me semble très limité. D'une part, je crois qu'il est très récent dans l'histoire. Alors, les historiens des migrations se battent sur la question. Certains disent qu'il y a toujours eu de la liberté avant la fin du XIXe siècle. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a jamais vraiment eu de liberté de circulation et de quitter son territoire. En tout cas, la première affirmation internationale, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui est un instrument non obligatoire. Alors, ce droit de quitter tout territoire, y compris le sien, était affirmé par énormément de conventions internationales, par l'essentiel des droits étatiques, y compris parfois au niveau constitutionnel, mais à chaque fois avec des limites, et notamment tous les traités internationaux qui prévoient ce droit de quitter tout territoire soumettent celui-ci à des limites, et notamment aux prérogatives des États, pour sauvegarder l'ordre public, la santé publique, la sécurité publique, voire la moralité publique. De même, si vous regardez les législations internes, vous apercevrez que toute limite d'une manière ou d'une autre le droit de quitter tout territoire. L'instrument privilégié, bien sûr, c'est le passeport. Il faut avoir un passeport pour pouvoir quitter le territoire. Le passeport est devenu même, c'est une pièce d'identité, c'est un document de voyage. Et bien sûr, les États peuvent poser des conditions à l'obtention du passeport, confiscation ou retrait. D'autre part, un certain nombre de législations interdisent certains départs. Si vous n'avez pas payé vos impôts, si vous êtes en faillite, si vous êtes en cours de procédure judiciaire, vous pouvez être interdit de quitter le territoire. Et certains pays interdisent carrément toute sortie du territoire sans autorisation. Et là, je pense notamment à l'Algérie, au Maroc ou à la Tunisie. La Tunisie a dû changer sa législation. Mais vous ne pouvez pas quitter. Donc il y a un délit d'émigration. Il y a même un délit de solidarité à l'émigration. Et punit celui qui aide quelqu'un à sortir sans y avoir été autorisé par l'État. Alors ce droit est limité, et bien surtout il a été consacré, même par la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans que l'on consacre son corrélat logique, si l'on veut consacrer une liberté de circulation, à savoir si j'ai le droit de quitter un territoire, c'est bien pour avoir le droit d'accéder à un autre territoire. Or ça, il est hors de question en droit international et en droit interne. Un individu n'a absolument aucun droit à accéder au territoire d'un État dont il n'a pas la nationalité. La Déclaration universelle des droits de l'homme ne le consacre pas. Aucun traité international, à ma connaissance, ne reconnaît ce droit. Ou alors, dans le cadre de deux organisations régionales, l'Union européenne, la CEDEAO, si on pourra ajouter l'UEMOA, on a peut-être cela, mais enfin, c'est un droit qui s'épuise au-delà de 90 jours, puisqu'après, l'État garde le contrôle de l'accès au territoire. Ce principe est aussi très ancien. Juridiquement, on date quand même à la fin du XIXe siècle, c'est les premiers grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique à propos des lois interdisant aux Chinois. En général, les Chinois sont interdits d'accès au territoire américain. La jurisprudence du Royaume-Uni, etc. Et même les organes de protection des droits de l'homme reconnaissent tous le droit, en vertu du droit international, des États, le pouvoir plutôt des États, de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement de leur territoire. Et donc, si vous regardez les législations nationales, tous les États limitent, posent des conditions d'une manière ou d'une autre à l'entrée sur leur territoire. L'outil qui permet de matérialiser
ces conditions, c'est bien sûr le visa, hein, à l'obtention duquel on peut placer n'importe quelle condition. Je ne reviens pas dessus. Le développement par les états de techniques qui permettent d'affirmer leur contrôle. On a parlé abondamment aujourd'hui des zones d'attente, on pourrait parler des intersections maritimes, de la délocalisation de l'octroi et du contrôle des visas. On pourrait multiplier encore les exemples. Troisième point que je voulais aborder, et là on est qu'au stade du constat, c'est l'absence de droit de rester sur le territoire si jamais on y a eu accès. Et effectivement, n'importe quel individu peut être soumis à un éloignement. Et là encore, les États ont un très grand pouvoir discrétionnaire. Alors, les instruments de protection des droits de l'homme, bien sûr, limitent dans une certaine mesure ce pouvoir d'éloignement. S'il conduit à la torture, à la mort, à un délit de justice, dans ces conditions, on n'a pas le droit d'éloigner un étranger, mais sinon, on a le droit. Alors, ce droit d'éloignement est aussi ancien que le droit, le pouvoir de contrôler l'accès au territoire, mais il n'en est pas le corollaire. C'est-à-dire que le droit d'éloignement, bien sûr, tout État a le droit d'éloigner quelqu'un qu'il n'a pas voulu admettre. C'est la sanction logique. Mais un État a le droit d'éloigner quelqu'un aussi qui l'a admis. Et même dans les systèmes aussi sophistiqués que le système de l'Union européenne, un État membre a tout à fait le droit, le pouvoir d'expulser un ressortissant d'un autre État membre, notamment s'il porte atteinte à la sécurité publique, à l'ordre public, ou même s'il n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. La liberté de circulation en Europe, c'est la liberté de circulation de ceux qui ont les moyens, qui ne coûtent pas cher à l'État sur le territoire duquel il se déplace. Donc autant dire que si même l'Union européenne ne consacre pas un droit de rester, les résidents de longue durée, on pourrait les mettre comme exception. Au niveau du droit international général, bien sûr, il n'y a aucun droit de rester. Alors là aussi, les États vont développer des techniques juridiques qui permettent de faciliter l'éloignement quand ils le veulent. On a parlé aussi encore là, des centres de rétention, on pourrait parler des instruments de réadmission, on pourrait parler aussi au niveau de l'Union européenne, tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais enfin, la reconnaissance mutuelle des interdictions d'entrée sur le territoire. Un État interdit l'entrée sur le territoire, cette interdiction vaut sur tout le territoire de l'Union européenne. On a la même chose avec la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement. Une décision d'éloignement par un État membre vaut pour toute l'Union européenne. On pourrait parler aussi des vols de retour conjoint. Je ne développe pas tous ces points qui sont de l'ordre du constat. Le deuxième point, c'est pourquoi. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de liberté d'expression? Je crois que ça, c'est peut-être le plus important, et ce qui me permet de douter effectivement qu'il puisse y en avoir une un jour. Je crois que le fondement de l'absence de liberté de circulation tient tout simplement dans la partition du monde en États. En États qui se définissent par trois éléments: un gouvernement effectif, mais celui-là je le laisse de côté, peu importe, un territoire et une population. C'est-à-dire que le territoire et la population sont des éléments d'identité de l'État. Un État ne peut pas exister s'il ne contrôle pas ces deux paramètres. Donc si on veut considérer la liberté d'expression comme un droit, il faut bien sûr considérer qu'elle joue dans un système juridique. Les deux seuls systèmes juridiques qui existent, c'est le système étatique et le système international. Ces deux systèmes juridiques sont entièrement statocentrés, non pas anthropocentrés. Ils sont articulés autour d'une seule figure, ou d'une figure prédominante, la figure de l'État. De telle sorte qu'à chaque fois qu'il y a un arbitrage à faire, déjà, non, vous trichez Camille, je n'ai pas autant parlé, à chaque fois qu'il y aura un arbitrage à faire, la protection et la liberté de l'État l'emportera. Le droit international a été inventé par les États, pour les États, pas pour les individus, malheureusement. Il est marqué de cette empreinte génétique. Et à chaque fois que vous voudrez intégrer quelque chose dans ce système, il sera forcément marqué par cette empreinte génétique. Ce qui veut dire, donc en moins de 2 minutes maintenant, qu'on va pouvoir peut-être convaincre les États, et on l'a fait, qu'il faut peut-être ouvrir les frontières, qu'il faut être moins dur quand on les ferme, qu'il faut être un peu plus délicat quand on renvoie quelqu'un ou quand on refuse de l'accepter, mais on ne pourra pas imposer. L'idée d'une liberté de circulation, c'est-à-dire d'une liberté des individus qui s'imposerait aux États, n'est pas compatible avec la logique du droit international et même avec la logique du droit interne. Donc les seules pistes de solution, ça serait de détruire le système interétatique, le droit international. Alors pourquoi pas, moi je perds mon boulot, mais mes enfants crèvent de faim et tout, mais enfin bon, ça ne sera pas pour demain, ils auront le temps de grandir, d'avoir éventuellement un travail. Alors supposons, on met tout à plat, on en finit avec le système interétatique, qui n'a que quelques siècles après tout, donc il n'est pas l'horizon de l'histoire.
Alors qu'est-ce qu'on met à la place? Qu'est-ce qu'il y a? Un super État, un État mondial, alors on pourrait dire que ça pourrait être une bonne piste de réflexion. En France, la liberté de circulation à l'intérieur du territoire s'est faite grâce à l'État français. Avant, on ne pouvait pas circuler entre les régions, et même à l'époque médiévale, la liberté de circulation n'existait pas. En France, on circule librement parce qu'il existe un État français. Donc on pourrait imaginer, avec un État mondial, chacun se baladerait où il veut. Alors bon, il faudrait quand même organiser cet État mondial, il faudrait le souhaiter. Je ne sais pas comment l'organiser, et très vraisemblablement, ce serait quand même un système un peu décentralisé, ou déconcentré, autour de pôles régionaux, et on revient à l'exemple de l'Union européenne, de la CEDEAO et de l'UMOA. De toute façon, ces ensembles régionaux, très vraisemblablement, seront fermés en partie aux autres ensembles régionaux, donc je ne crois pas que la piste de l'État mondial fonctionne. Alors, supprimons les États et pas d'État mondial. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il reste, et je crains le pire. Du coup, le monde serait, on ne peut pas imaginer qu'il y ait 6 milliards de monades isolées qui se baladent un peu partout sans qu'il y ait aucune technique du gouvernement, mais il faudra une technique du gouvernement. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce que ce seront des groupes religieux qui organiseront le monde, des sociétés multinationales? Je ne vois pas quelle piste. Et de toute façon, on aura des collectivités. Les individus ont toujours inventé des collectivités, on aura toujours des collectivités. Ces collectivités, dans une certaine mesure, seront fermées les unes aux autres. Parce que l'autre est un moyen d'identification de soi, et le fait de choisir l'autre et de l'autre qui a le droit d'être avec nous, ça fait partie de notre propre identité. Il y aura toujours des frontières. Elles ne seront plus étatiques si on supprime les États, mais je crois qu'il y aura toujours des frontières. Elles seront idéologiques, elles seront morales, elles seront religieuses, elles seront sportives, elles seront tout ce que vous voulez. Mais voilà pourquoi moi, et je lance le débat, ça n'est que moi qui pense cela, même si c'est déjà très important, je ne crois pas que l'on aboutisse un jour à une liberté de circulation, dans un sens juridique, de tous les individus sur toutes les parties de notre planète. Le débat est donc lancé. Donc on va faire passer des micros s'il y a des questions, des remarques, mais si les intervenants veulent reprendre la parole. Je veux bien réagir. On a un peu de temps apparemment, donc on a le temps de la discussion. Ah, ça va être pressé. C'est pour laisser la parole aux autres. Oui, Johanna Ferrandis, bénévole et membre de l'ANAFE. Je voudrais revenir sur le référé liberté. Parce que ce matin, on a été, je pense tous, très contents, voire émus d'apprendre que l'ANAFE a contribué à la création du référé liberté. Mais la réciproque, c'est-à-dire la contribution du référé liberté à l'action de l'ANAFE sur le terrain est très, très modeste et compliquée. Comme ça a été à nouveau soulevé par Gérard Sadic, développé, face sur ce moyen. Je voudrais un petit peu savoir comment, parce que sur le terrain c'est un peu compliqué, toujours les délais, le JLD 1, on ne peut pas trop lancer un référé liberté avant le JLD 1 parce qu'il semblerait qu'on pourrait priver la personne, donc le maintenu de son JLD, puisqu'il pourrait se déclarer incompétent, les délais pourraient se télescoper. Donc ça nous a été un petit peu, ça a été compliqué en ZAPI. Donc je voudrais bien avoir des éclaircissements là-dessus. Et puis aussi, ce qui est très compliqué, c'est qu'on envoie des gens sans avocat et sans interprète au théâtre de Montreuil. Voilà, ça nous est déjà arrivé, c'était assez triste. Et pour revenir à ce que disait Anna, voilà, on se retrouvait avec des gens un peu objets dans une audience. Voilà, ils n'étaient pas vraiment représentés, à part le référé qu'on avait rédigé. Donc je voudrais savoir un petit peu comment vous voyez ça. Alors, moi je pense que effectivement c'est plutôt une réflexion à plusieurs déjà. Un référé liberté, c'est un exercice un peu
spécial, on va dire. Il n'y a pas d'avocat de permanence, il n'y a pas d'interprète, il y a aussi des conditions très restrictives. Enfin, restrictives, c'est il faut une atteinte liberté fondamentale et une urgence particulière. Donc tout ça, c'est des conditions techniques qui sont assez nettes. Mais après tout, en 2002-2003, quand on a eu l'idée de se lancer sur les refus au titre de l'asile, c'était pas gagné non plus. Il a fallu tâtonner. Et c'est comme ça qu'on avance en fait. Le recours contre le refus d'entrée, tout avec tous les défauts qu'il a, n'aurait pas pu naître si on n'avait pas fait au départ, d'abord peut-être le juge judiciaire, après ensuite le référé liberté. Donc c'est un instrument, ce n'est qu'un moyen pour essayer de faire avancer cette revendication, qui est de dire qu'il faudrait peut-être un recours suspensif pour les refus d'entrée. Il y a aussi, dans cette chose, il y a aussi une plaidoyer. Et c'est vrai que se rappeler, peut-être pour les bénévoles et pour les bénévoles actuels de l'ANAFE, que cette revendication est portée depuis 30 ans et qu'en fait, c'est pas qu'on l'oublie, mais qu'il faut qu'on la fasse revivre et trouver des moyens. Moi, c'est juste des idées. Ce qui s'est passé par exemple avec la frontière italienne, c'est qu'il y avait une situation sur laquelle il n'y avait pas de moyens et il a fallu les inventer. Il a fallu les créer de toutes pièces, passant par le référé liberté, mais peut-être qu'à terme, il y a eu d'autres instruments, il pourrait y avoir d'autres instruments, j'en sais rien. C'est l'idée de se dire on ne peut pas se satisfaire de l'ensemble de ce qui se passe, et si on doit saisir le juge administratif, quelles sont nos voies? Ça doit se faire en discussion entre l'ANAFE et les avocats. Évidemment, le soutien des avocats, vous avez compris que l'ANAFE, sans les avocats, aurait peut-être eu beaucoup plus de difficultés, et il faut qu'on travaille ensemble pour faire avancer le schmilblick, comme disait Coluche. Peut-être un petit mot là-dessus. 1, 2. Moi, je vais peut-être être un peu sauvage, mais le référé liberté, ça marche très bien. C'est la forme de requête, une des seules qui permet de mettre un terme à bref délai, 48 heures, à une situation manifestement problématique. Ça ne pose pas de difficultés particulières ni à Paris, ni à Montreuil, un peu plus à Melun, pour statuer sur ces décisions à bref délai, sans grande difficulté. La vraie difficulté, elle n'est pas inhérente au référé liberté. Identifier une difficulté qui est une atteinte à un droit constitutionnel et la mettre en page, ça ne pose pas de problème. Et le magistrat est, lui, suffisamment grand pour caractériser tout ça. En fait, la vraie difficulté, ça, moi je veux bien m'en céder, c'est la difficulté de non-représentation à l'audience. Mais ça, c'est pas une difficulté inhérente au RL 521-2 du Code de justice administrative, c'est une difficulté qui est inhérente à la mise en œuvre d'une permanence d'avocat ou pas dans ce cadre-là ou d'un dispositif d'aide juridictionnelle qui n'existe pas au cas d'espèce, tout comme n'existe pas la représentation en justice de la personne. Alors, une piste, c'est que vous y alliez vous. Voilà, ça c'est une piste. Non, mais au moins c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est recevable, puisque rappelons-le quand même, on est en procédure orale sans représentation obligatoire, et du coup, qui mieux vous finalement connaissez votre dossier. Alors après, voilà, c'est pas non plus aisé, je veux bien le concevoir, et puis pour peu qu'un avocat débarque en face, ça peut être problématique, mais en soi, c'est une première piste. La deuxième étant de débloquer des fonds pour les ordres de Bobigny et de Melun pour qu'ils puissent mandater des avocats commis d'office, ce qu'ils ne feront pas en matière de référé liberté. La troisième étant de trouver des avocats qui acceptent d'intervenir dans un cadre, peut-être d'aide juridictionnelle, mais il faudra regarder les dispositifs qui me semblent exclus le référé liberté dans ce cadre-là. Mais c'est peut-être une erreur de ma part parce que je ne suis pas le grand spécialiste de l'aide juridictionnelle. Mais ce n'est pas la matière elle-même qui pose une difficulté, c'est l'application de la pratique qui est plus problématique.
Merci. Je voudrais faire je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire pour pardon, désolée la prononciation. En fait, je suis d'accord par le fait qu'on ne puisse pas joindre une liberté absolue de circulation, mais la question concerne plutôt le cadre, donc plutôt aussi le deuxième point sur le pourquoi. Vous avez dit que en fait, c'est lié aussi à cette répartition de l'espace entre États. Et moi, je me demande si le contrôle frontalier actuel ne tente pas justement à dépasser ce cadre strictement étatique. Et si on peut encore parler d'un contrôle frontalier en termes d'un contrôle d'un territoire, mais avec par exemple la politique des visas, la délocalisation du contrôle frontalier, on ne peut pas concevoir le contrôle plus comme un contrôle des populations qu'un contrôle du territoire. Donc je me demande si on ne va pas vers le sens d'un détachement du contrôle du territoire. Même la notion même des zones d'attente, je pense qu'avec le fait que c'est une notion extraterritoriale, je vois un décalage entre contrôle frontalier et je me suis peut-être pas trop bien expliquée. Moi, je vous ai compris. C'était juste sur cet aspect de la division de l'espace entre États, et si le contrôle frontalier non dépassait justement, non a dépassé ce cadre strictement étatique, militaire, de défense d'un État, mais ça va plus vers le contrôle des populations. Oui, mais ça va dans le même sens. Quand je parle de la répartition du monde entre États, c'est les États à raison de leur existence territoriale, de leur assise territoriale, mais également de leur population. Donc le contrôle de la population, c'est aussi un contrôle de l'État. Alors après, le lieu où a lieu le contrôle ne me pose pas de problème. D'abord, l'idée que la zone d'attente, c'est extraterritorial, ça c'est une fantaisie. La zone d'attente, elle est sur un territoire, elle relève de la juridiction de cet État, il n'y a aucun doute. Après, le fait que par exemple on fasse du contrôle au Niger, on contrôle toujours notre territoire. Effectivement, ça ne suit pas la frontière linéaire, la frontière géographique qu'on a dans nos atlas, mais c'est quand même le territoire et la population qu'on contrôle. Donc ce sont toujours des États qui contrôlent qui peut rentrer chez eux et qui ne le peut pas. Donc c'est bien toujours la figure de l'État. Alors elle n'est pas forcément, effectivement, elle est toujours à la fois personnelle et territoriale, mais c'est toujours du contrôle de l'État. J'ai eu la belle surprise, ou la surprise en tout cas, quand on a regardé les archives pour préparer cette journée, de voir que dans la plateforme politique, juste après la création de l'ANAFE, était évoquée au moins du bout des lèvres la liberté de circulation. Et puis, j'ai l'impression qu'après on l'a un peu passé sous silence. Et pour nourrir justement les débats d'aujourd'hui, vu que c'est un de nos sujets, Jean-François, est-ce que tu voudrais nous dire un mot sur la position du Justi, notamment sur la liberté de circulation et comment elle pourrait s'articuler avec nos positions à l'ANAFE? C'est pas une question piège. Pour moi, un petit peu, c'est poser la question à Claire Rodier. Ouais, elle est sortie, malheureusement. Elle se défile. Ouais, non, le Gisti a pris cette position, je ne sais plus officiellement, combien ? Ouais, voilà, depuis 96. Je ne sais pas véritablement quelle est ta question. Il me semble qu'à l'intérieur de l'ANAFE, en tout cas, on n'en a jamais fait un espèce de conditions pour travailler au sein de l'ANAFE, réfléchir au sein de l'ANAFE. Et il me semble que ce que j'ai développé, c'est-à-dire au moins
faire dire à l'ANAFE qu'il fallait faire prendre une position de principe à l'ANAFE sur l'enfermement, nous, ça nous semblait déjà être une étape préalable. L'idée étant que ce qui avait été imaginé en 1989 répondait plus aux exigences du moment, qu'on avait quand même épuisé, et de bonne foi, je crois, toutes les possibilités qu'offrait, si j'ose dire, l'état de droit, c'est-à-dire d'utiliser les moyens de recours, les interpellations des pouvoirs publics, et qu'on se heurtait à une fatalité, enfin, moi qui m'est toujours apparu terrible, c'est que quasiment du premier au dernier rapport de l'ANAFE, vous pouvez lister les violences policières, les refus d'enregistrement de demandes d'asile, les étrangers malades qui ne sont pas soignés, les mineurs isolés, ça a été évoqué, la police aux frontières disait « c'est terrible, si on les laisse rentrer, on risque de les exposer à la traite des êtres humains ». Alors que ça avait été une des batailles juridiques qu'on avait menées, c'était qu'une partie des mineurs isolés, à l'époque c'était des jeunes Nigérianes, étaient déjà sous l'emprise de réseaux de traite quand ils arrivaient en zone d'attente, et les renvoyer vers le Nigeria, c'était les remettre aux mains de leurs bourreaux. Voilà. Alors l'idée, voilà, c'était de faire un petit peu éclater ça via une revendication radicale qui est derrière la fin de l'enfermement, c'est fermer les zones d'attente. Et il me semble que l'étape peut-être maintenant intermédiaire entre la liberté de circulation et ce qui a été voté en 2017, c'est peut-être la grande campagne qui manque, c'est fermer les zones d'attente. C'est fermer les zones d'attente en s'appuyant sur effectivement un nombre d'arguments, y compris sur la liberté de circulation comme droit individuel, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans un débat, mais moi je ne vois pas en quoi il ne pourrait pas y avoir à la fois des États qui contrôlent leurs frontières, et pour autant un principe qui veut que les gens puissent circuler librement, que le principe soit la liberté de circulation, et qu'éventuellement le refus d'entrée devienne l'exception. Alors que pour l'instant, il me semble que quand même, on est dans un système totalement inversé. Du coup, oui, il n'y a pas une incompatibilité manifeste. Effectivement, on peut imaginer un système interétatique avec une liberté de circulation, mais pour cela, pour que ça devienne du droit, il faut la volonté des États. C'est-à-dire que le système étatique comme le système international repose fondamentalement sur la volonté des États. Donc il faut réussir à imposer cela aux États. Or, le contrôle, tout minime qu'il soit, de leurs frontières reste à peu près la dernière prérogative qu'ils n'ont pas abandonnée aux sociétés, qu'ils gardent comme un fer de lance, et donc leur imposer, ça me semble impossible. Mais si on peut très bien imaginer un système interétatique où les États seraient ouverts, bien sûr. Mais quel monde ce serait, ouais. Peut-être juste une précision, après il y avait une question dans le fond, et puis... Oui, alors j'avais juste 3 petites précisions sur ce qui a été dit. Alors, je vais rebondir tout de suite sur la liberté de circulation. Il existe aujourd'hui, en tout cas en droit interne, en droit français, même si c'est assis souvent sur les principes internationaux ou constitutionnels, il existe des situations et des personnes précises auxquelles est ouvert un droit d'entrer sur le territoire. Et les demandeurs d'asile, la famille du réfugié, jurisprudence constante du Conseil d'État, le consulat est lié à délivrer le visa. Sauf qu'évidemment, on va toujours nous dire que l'état civil est frauduleux, que les réfugiés n'ont que des faux enfants, des conjoints et des époux frauduleux. C'est une autre question. Il y a un droit à entrer pour ceci. Le regroupement familial qui est un droit conditionné, ressources, logement, et conditions de titre de séjour de celui qui fait valoir ce droit, lorsqu'il est reconnu par ces conditions objectives qui seraient remplies, droit à la famille de rentrer sur le territoire, de se voir délivrer un visa.
On peut rebondir après sur la famille de Français qui a droit au séjour de plein droit, donc droit à entrer. Voilà, ce que je veux dire, c'est que souvent un droit général, le droit c'est un combat, et il va naître à partir d'embryons. L'embryon de quelques individus à partir desquels on va essayer d'élargir, quelques situations à partir desquelles on va essayer d'élargir. L'embryon, il deviendra, ou il sera mortel. C'est aussi comme ça que se construit une droit. Juste un point technique, l'aide juridictionnelle existe en référé liberté. Et notamment, je le dis pour ceux qui accompagnent les référés liberté. Alors, il n'y a pas de permanence d'avocat. Donc, on ne va pas trouver en 48 heures un avocat qui va être désigné. Il faut trouver un avocat qui accepte de prendre le risque d'intervenir à ce titre, qui n'aura la décision d'aide juridictionnelle que plusieurs mois après. Mais on peut néanmoins inclure, et il faut le faire, dans toutes les requêtes, une demande de condamnation de l'État à payer des frais irréflectibles au lieu de l'indemnité symbolique d'aide juridictionnelle. Ça, c'est des modèles de recours qui, je crois, existent dans la FE et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Dernier point, c'est une piste de réflexion. On parlait de l'État. Est-ce que l'État, aujourd'hui, il est encore territorial ? Il y a une notion qui, je crois, est très intéressante, qui est anglo-saxonne, mais ça n'empêche pas. C'est la notion de juridiction, de jurisdiction, comme dit notamment la Cour suprême des États-Unis. En fait, l'État, la juridiction, donc là où le droit s'applique, c'est là où l'État exerce ses prérogatives. Et ça peut parfaitement être sur un bateau des gardes-côtes américains, quelque part dans le golfe du Mexique, et les droits et la Constitution vont s'appliquer parce que la force, le privilège de l'État s'applique. Guantanamo, qui, je le rappelle, est situé sur le territoire d'un État souverain qui est Cuba. La juridiction, alors il y a des arrêts contradictoires, mais l'idée c'est que la juridiction, donc les droits fondamentaux, s'appliquent. Et demain, voire aujourd'hui, un camp en Syrie est exercée la juridiction, c'est-à-dire la force, par des policiers ou des délégataires de la force publique européenne. C'est aussi un combat qu'il faut mener. Il y a une juridiction de l'État français ou de l'Union européenne, donc des règles de la Charte des droits fondamentaux, des droits nationaux, le cas échéant, et qui doivent s'appliquer. Voilà aussi une autre piste intéressante pour les faits et pour d'autres. Il y avait une question au fond de la salle, une intervention. S'il vous plaît, j'aurais voulu... Après la longue intervention de Jean-Éric, ça va tomber un peu à plat. En fait, moi, j'avoue qu'intellectuellement, j'ai trouvé extrêmement brillante la démonstration de Jean Lapinge, très percutante. Elle est absolument désespérante sur le plan politique pour nos organisations. Mais en même temps, finalement, elle nous ouvre des perspectives, parce que nous savons que les combats, nous allons devoir continuer à les mener. Donc, c'est à la fois désespérant et finalement engageant à continuer. Mais c'est vrai que je pense que cette question fait partie des questions de fond de nos organisations. À la Ligue des droits de l'homme, certains le savent, l'ex-président est totalement opposé à la liberté de circulation telle qu'elle est préconisée par le GISTI, mais pas par tout le monde, puisque en fait, ce qui entend dans la liberté de circulation, c'est la liberté d'installation. Sur la liberté de circulation, on est d'accord en fait. C'est-à-dire passer les frontières, traverser les frontières. Aux catégories que Jean-Éric citait, on peut rajouter également les gens qui n'ont pas besoin de visa. Il y en a beaucoup quand même, qui n'ont pas besoin de visa pour entrer dans un pays européen. Donc la liberté de circulation est un concept et une mesure qui peut être mise en œuvre. Il reste ensuite à savoir ce que l'on fait une fois qu'on est de l'autre côté de la frontière. Et c'est là qu'on bloque. Et c'est là que l'État, avec sa souveraineté, c'est là que l'État, avec sa volonté de contrôler les populations, effectivement met des obstacles. Et c'est là que nous serons forcément amenés à lutter une fois de plus contre l'enfermement de ceux qui auront passé la frontière éventuellement sans visa parce que c'était possible, mais qui seront restés sur le territoire sans visa ou les visas étant expirés et qui donc se retrouveront enfermés dans les centres de rétention. Donc nos perspectives de travail à venir sont, à mon avis, largement ouvertes encore. Mais sur le fond, c'est vrai que la difficulté et la réflexion, elle nous appartient. Et il faut qu'on continue à en discuter et voir comment l'enfermement s'inscrit dans cette réflexion. Oui, juste un tout petit mot, mais ça tombe très bien que Catherine te ait pris la parole avant.
la contradiction qui existe, la contradiction qui est réelle, qui existe entre la position du GISTI telle que l'a présentée Jean-François et la position de la Ligue des droits de l'homme présentée par Catherine explique pourquoi l'ANAFE, même dès le début et même dans ses premiers statuts, n'a jamais pris position officiellement et de façon affirmée pour la liberté de circulation. Il n'y avait pas de consensus. Et au moment où l'ANAFE s'est créée, il y aurait eu un tel clivage si on avait absolument voulu déboucher sur une décision dans ce domaine que peut-être que l'ANAFE n'y aurait pas survécu ou même aurait eu d'énormes difficultés pour le débat et ça handicapait manifestement le travail qui était déjà très abondant même sans avoir à se prononcer sur la question. Laurent Gévélani. Je rebondis sur ces deux dernières interventions parce que François, désolé, mais je trouve qu'il te trompe. C'est-à-dire qu'au tout début de l'ANAFE, il faudrait vraiment qu'on revérifie les positionnements initiaux. Il y avait la mention que l'ANAFE était favorable à la liberté de circulation, entendue comme Catherine l'évoque, comme c'était entendu à l'époque dans pas mal d'associations, y compris la CIMAD, sur une distinction entre la liberté de circulation, donc d'aller et venir, et la liberté d'installation, sur laquelle effectivement il n'y avait pas de consensus, il n'y avait pas de position unanime. Mais il y avait très clairement évoqué le fait qu'il y avait l'ensemble, qu'on était tous pour la question de la liberté de circulation, mais je trouve que, mais entendu comme aller et venir. Je trouve que ces débats sont un peu, il me semble qu'à force, on ne sait plus trop de quoi on parle, et ce qu'évoque Catherine aide effectivement à discerner un peu les deux notions qui sont différentes, même si dans les débats maintenant elles sont un peu mélangées. Rappelez, en vous écoutant, je me souvenais la position par exemple de la CIMAD dans Mille de jour, après l'arrivée de la gauche en 80-82, qui disait « Nous réaffirmons la liberté de circulation », alors que la CIMAD venait d'acter le principe de l'arrêt de l'immigration économique, c'est-à-dire en gros de l'arrêt du refus de la liberté d'installation, qui était un tournant politique qui a fait beaucoup de débats à l'époque, évidemment au sein de la CIMAD, qui n'était pas partagé par d'autres comme par le GISTI ou d'autres, mais la réaffirmation, c'était la CIMAD prenait la liberté de circulation d'aller et venir. Je crois juste une réflexion, la liberté, toute liberté, elle a besoin d'un cadre pour s'exercer. Donc je ne sais pas si la question c'est la liberté de circulation en soi, en elle-même, ou quelles sont les conditions qui sont posées pour l'exercer. La liberté de la presse, c'est une liberté, elle est encadrée. La liberté de manifestation, elle est encadrée, il y a des conditions. Donc, et quand je parle de ça, je pense évidemment à ce qui d'ailleurs à l'origine de l'ANAFE. C'est que le problème, c'est bien souvent l'inégalité ou les inégalités qui ont été posées pour exercer cette liberté de circulation. Et c'est clair que si on est blanc, riche, européen aujourd'hui, on n'a pas trop de difficultés pour circuler dans le monde. Si on est femme, pauvre et à Kinshasa, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi l'ANAFE s'est constituée? Parce qu'il y a eu effectivement, dans les années 86, 87, 88, énormément de personnes qui ont été bloquées en zone d'attente. À l'époque, ça n'était pas zone d'attente. Elles ont été bloquées. Pourquoi? Parce qu'au lendemain des attentats 86, il y a eu la généralisation des visas. C'est-à-dire que les conditions d'exercice de la liberté de circulation pour tout un tas de nationalités ont changé, ont été durcies. D'où ce blocage. Donc voilà, je rappelle ces éléments-là pour un peu... Oui, c'est tout à fait possible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Juste reprendre, effectivement, j'avais ressorti la décision de l'Assemblée Générale 18 janvier 2010, la plateforme politique de l'ANAFE. Tu as raison, cette action s'intègre, donc l'action de l'ANAFE, dans une dynamique plus large de défense des droits des étrangers en France, tendant à améliorer dans la législation et dans les faits l'exercice de la libre circulation des personnes et le respect des engagements internationaux en matière de droit d'asile et protection des réfugiés. C'est écrit, c'est le préambule. Mais mon propos, c'était aussi que tout de suite après, on dit il faut des locaux adaptés pour qu'on puisse rentrer en zone d'attente. Enfin, voilà, il y a eu dans le préambule, et j'ai l'impression quand même une fois, parce que ça n'a pas été repris très largement par la suite, cette référence à la liberté de circulation, mais mon propos même c'était de dire que c'était même le refus de l'enfermement, qui n'a même pas été central
dans au moins la première dizaine d'années d'activité de l'ANAFE, il y avait quand même une vision assez pratico-pratique. Il y a des étrangers enfermés, il faut être à leur côté et améliorer leurs droits. Et puis le reste, c'est plus théorique. Donc ça, on ne peut pas se masquer que l'ANAFE s'est construite autour de ce projet d'observation et d'intervention au sein, et que le refus de l'enfermement et la liberté de circulation, au mieux, c'était une préoccupation dans la tête de certains. La preuve, d'ailleurs, quand on a voulu mettre noir sur blanc que l'ANAFE refusait l'enfermement aux frontières, il y a quand même eu des organisations pour dire voilà, ça nous gêne un peu, est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin ça a quand même été un grand cheminement. Hein, et voilà, la composition de l'ANAFE, ça a à la fois fait sa force et sa richesse, mais il faut se le dire, puisqu'on tire un espèce de bilan de ces 30 années, parfois ça a un petit peu stérilisé la réflexion. On va prendre les deux derniers. Ah oui. Peut-être pas. D'après ce que je comprends, le désaccord entre les deux organisations, ce serait sur ce que couvrirait la liberté de circulation, et ce qui dérangerait l'ANAFE, c'est la position du GISTI qui dirait c'est simple, non seulement passer les frontières, mais aussi un séjour. J'ai tendance à penser que faut demander ce que demande le GISTI. C'est-à-dire si c'est juste traverser la frontière pour avoir des conditions non dignes, ensuite sans droits civiques et politiques, en pouvant être enfermé, expulsé à n'importe quel moment sans avoir les droits économiques, sociaux et culturels, ça ne sert à rien. La liberté de circulation, c'est aussi à ce moment-là une liberté de s'établir, de séjourner dans des conditions dignes, et en fait dans les conditions dans lesquelles résident auxquelles sont soumis les nationaux. Le simple fait de traverser les frontières, je ne crois pas que ce soit un droit très intéressant ou une liberté très intéressante pour le droit humain. Merci, c'est exactement... pardon. Non, ça tombe très bien. Voilà, moi, par principe, bien sûr, je suis pour la liberté et toutes les libertés, mais qui est le sujet de ces libertés et comment vont-elles être gérées et qu'est-ce qui s'ensuit? Donc j'ai été pendant une dizaine d'années pasteur à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et pour ma part, à l'époque, je pense avoir été le témoin de la diminution de la protection par leurs États, de leurs nationaux, quand ils étaient paumés ailleurs, à l'étranger. Il y a une diminution de la protection internationale des ressortissants. Mais bon, alors, est-ce que la solution, c'est qu'ils ont la liberté d'être partout? Moi, j'étais le témoin, et bien sûr, ils existent, ils ne sont pas nombreux. En dehors des personnes retenues ou non admises, il y a aussi ce que nous, on appelait des voyageurs pathologiques, et des personnes qui arrivent à être dans des grandes vulnérabilités. Alors, ils sont peut-être peu nombreux, j'en sais rien. Simplement, je crains, je ne sais pas comment on va gérer l'universalité des droits sociaux, économiques, culturels, notamment, par exemple, la retraite universelle, puisqu'on parle de retraite universelle, par exemple. C'est juste un exemple comme ça dans l'actualité. Voilà, comment est-ce que dans l'universalité du droit à s'établir partout, on va sans doute établir d'autres frontières avec des gens qui n'auront pas l'universalité des droits, qui sont universellement reconnus en un lieu donné. Donc on va rétablir des frontières intérieures entre les personnes. Je le crains, avec des gens, des populations importantes qui seront dans une très très grande vulnérabilité, comme aujourd'hui. On peut me répondre, c'est déjà le cas, c'est pas un problème. On peut avoir plus de gens vulnérables, on en a déjà beaucoup. Non mais je crains, voilà ce que je crains, c'est une grande vulnérabilité des personnes qui ne peuvent pas, elles, se protéger parce qu'elles n'en ont pas l'argent. On avait une dernière question, je crois. Non? Donc apparemment non. Donc on va pouvoir conclure cette dernière table ronde avec la perspective de beaux débats, tant avec les membres associatifs de l'association, mais aussi les membres individuels qui, je pense, auront beaucoup de choses à dire. Juste pour donner une précision que l'étape intermédiaire que tu évoquais est en cours de préparation, vu qu'une campagne sur la fin de l'enfermement est en cours de préparation au sein de l'association, et on laisse la place pour les derniers mots de clôture, et il me reste à remercier tous les intervenants.